Bonjour, bienvenue pour cette première émission du Débathlon de supplychainvillage.com que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc peut-être notre premier propos, introduire ce qu'est le Débathlon sur Supply Chain Village. Un thème d'actualité, transport, logistique ou supply chain. Un thème d'actualité, sujet de préférence à contradiction. Hein, pas nécessairement, on pourrait être dans le consensus, mais qu'on ne cherchera pas. Là non plus, pas nécessairement. Des participants, pas nécessairement toujours d'accord. Le but de chaque émission étant d'aborder un sujet donc d'actualité, de manière à le couvrir de manière la plus large possible pour en identifier l'ensemble des dimensions. De fait, nous avons choisi pour première thématique la taxe poids lourd. Donc la taxe poids lourd, nous allons approfondir dans les minutes qui viennent, bien évidemment, un sujet d'actualité, au moment où nous l'avons choisi, qui n'était pas tant d'actualité que ça, même si c'était un sujet récurrent, voire un serpent de mer, mais néanmoins qui est devenu d'actualité ces dernières semaines, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour participer à ce débat, ont bien voulu accepter, et nous accueillons avec plaisir, et les remercions par avance, Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR depuis bientôt 2 ans et demi. Oui. Précédemment, au sein de la FNTR, outre la représentation professionnelle du transport routier de marchandises, elle a occupé pendant 6 ans les fonctions de déléguée générale. Non, de présidente du comité de liaison transport routier. 6 ans déléguée générale adjointe. Pardon. Présidente au niveau européen, durant 4 ans, la présidence du comité de liaison transport et logistique, qui regroupe à Bruxelles l'ensemble des associations européennes du transport routier, oui. Et également la présidence exécutive de l'IRU, l'International Road Union, à Genève. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Nous recevons également Marc Dalbar, PTV Group. Pour les Français, PTV Loxane. Ça rappellera peut-être certains souvenirs à quelques-uns. Éditeur de logiciels et de solutions de mobilité. Absolument. Qui s'intéresse à la thématique des taxes comme une des composantes des sujets d'optimisation du transport et de la livraison, donc des solutions de mobilité. Donc il pourra nous évoquer un certain nombre de travaux réalisés depuis quelques années. Philippe Duong, bien connu, fondateur du bureau d'études Samarcande, ancien professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Nombre parmi vous ont eu le plaisir d'assister à ces cours. Le cabinet Samarcande et ses travaux sont focalisés sur l'économie des échanges et des territoires, avec un éclairage porté en particulier à l'attention des collectivités publiques, notamment sur les dimensions transport, logistique, stratégie, planification, aménagement du territoire, infrastructure. C'est exact. Très bien résumé. On commence à avoir le lien avec la thématique du jour. Donc, taxe poids lourd, un vaste sujet. Peut-être le premier point, je vais poser la question, pourquoi pas, à Marc Dalbar qui travaille sur le sujet, déjà il y a 5-6 ans. Oui, bah... Taxe poids lourd, n'y a-t-il pas une confusion, Marc, entre taxe poids lourd, écotaxe est-ce qu'on peut faire le tri ? Il serait bon de le faire, et je pense que même dans l'avenir, tout à fait. Concernant la taxe nationale poids lourd qui s'est retrouvée baptisée écotaxe avec un éco qui faisait référence à pas mal de choses, Florence pourra peut-être apporter un éclairage plus ancien sur sa genèse. Moi, je l'ai prise en marche à l'issue de Grenelle, du Grenelle de l'environnement. Donc là, on parle d'environnement, donc a priori, on se rapproche de l'écologie. Et a priori, c'était une taxe qui était considérée comme plutôt écologique. Après, on a entendu parler, et on entend maintenant parler de taxes qui sont liées à l'utilisation et à l'entretien de l'infrastructure, l'entretien des routes. Donc, voilà, la dualité à laquelle vous faisiez référence, elle est là. Est-ce que c'est une taxe parce que je
pollue avec le véhicule que j'emprunte, ou est-ce que c'est une taxe parce que j'use la route sur laquelle je roule? Alors en fait, n'est-ce pas l'une qui induit l'autre ou une façon d'avoir verdi? Oui, nous, c'est notre point de vue. C'est que ce qu'on a appelé écotaxe, d'ailleurs, le terme d'écotaxe n'apparaît qu'une seule fois dans la loi Grenelle, mais cette taxe sur les poids lourds, j'aime bien dire que c'est sur les camions, parce que c'est d'abord sur les véhicules, elle vient de loin. Elle vient de la privatisation des autoroutes, où du fait de la privatisation, l'Agence française de financement des infrastructures n'a plus de ressources. Et dans les programmes des 2 candidats à la présidentielle de 2007, le principe d'une taxe pour financer les infrastructures se trouvait. Et en réalité, le Grenelle de l'environnement a verdi cette taxe qui, au départ, a toujours été une taxe pour financer les infrastructures. Après, évidemment, on a essayé, comme quand on verdit les choses, de lui donner un côté environnemental et autres. Mais l'objet premier de la taxe, et c'est encore le sujet aujourd'hui dans les débats depuis quand même 18 mois, c'est à nouveau d'essayer de faire financer les infrastructures par une taxe supplémentaire sur les camions. Le grand public, ou certains, évoquent le fait de dire « nous sommes d'accord pour réduire l'empreinte carbone », en fait, tous les acteurs. Tous les acteurs sont d'accord pour réduire l'empreinte carbone, à commencer par les transporteurs eux-mêmes. Mais de fait, si je vous écoute bien, en l'occurrence, ce ne sera pas le fléchage attendu si on remettait en place cette taxe. Parce qu'on mélange le sujet de l'environnement avec celui de l'infrastructure. Si on doit parler d'une taxe aujourd'hui, elle est faite pour financer, et elle est envisagée pour financer les infrastructures. Après, on vous mélange les sujets parce que le grand public a un peu de mal à s'y retrouver en vous parlant d'empreinte environnementale. Moi, je dis souvent, derrière les camions, il y a des hommes et des femmes dans les entreprises qui sont aussi des citoyens, qui ont aussi envie de laisser à leurs enfants une planète plus saine, plus propre. Et eux-mêmes ont fait des efforts pour réduire l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone. Ils sont engagés dans des programmes de réduction volontaire des émissions de gaz à effet de serre à travers charte et label CO2 qui est porté par la profession. Ils commencent à faire leur transition énergétique, je dirais presque sans aide de l'État, parce qu'on commence à disposer de camions qui ont d'autres énergies que le diesel. Je pense particulièrement au gaz naturel véhicule, le GNV, le plus vertueux étant le bio-GNV. Et ils le font, je dirais, sans aide de l'État, si ce n'est peut-être par ici ou par là, la possibilité d'avoir un suramortissement pour l'acquisition de ces véhicules, dont l'offre commence à s'étoffer, mais qui n'est pas encore, je dirais, pléthorique. Suramortissement qui permet d'amortir plus vite l'acquisition de ces camions qui sont 30 à 40% plus chers qu'un camion diesel. Effectivement, donc, en fait, d'une certaine manière, vous évoquez le fait que la réponse, une des réponses sur la décarbonisation est déjà donnée par les acteurs, de par eux-mêmes, dans une logique de développement durable d'ailleurs. Mais absolument, et quand on travaille sur l'intermodalité, je pense qu'on y reviendra, on s'aperçoit, et c'est reconnu maintenant de plus en plus, que le secteur du transport routier est celui qui est peut-être parmi tous les modes, celui qui est un des plus avancés sur la transition énergétique. Et il faut poursuivre, bien entendu. Si on compare avec le fluvial ou le maritime, on sait qu'il va y avoir là-dessus des évolutions, mais ils sont plus en retard que nous. Et ça dépend aussi des constructeurs de bateaux, de barges, etc. Mais c'est justement ce qu'on essaye de mettre en avant. Je ne suis pas sûre qu'on soit encore très audible, parce que si on revient à la question de la taxe, on considère, l'expression est un peu forte, mais j'y vais quand même, que les pouvoirs publics, quelle que soit la couleur des gouvernements, ont fait du marketing fiscal pour un petit peu noircir le tableau de ce qu'est le transport routier de marchandises, évidemment en occultant les performances en termes de consommation des véhicules, en termes de normes euro, et également parce que l'on essaye d'aller vers d'autres énergies alternatives quand elles sont disponibles. Très bien. Marc Dalbar, si on reprend sur la dimension taxe, vous-même, vous avez étudié quels seraient les potentiels impacts de taxation, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, on évoquera davantage la taxation pour les infrastructures. Qu'est-ce que vous avez détecté ou identifié vis-à-vis à la fois des coûts, potentiellement des marges, ou en tout cas de la répercussion au niveau des acteurs? On verra peut-être sur le mot répercussion.
Oui, si on se réfère à ce qui s'est passé les années passées sur la taxe poids lourd française, effectivement, à la demande de nos clients, qu'ils soient transporteurs ou donneurs d'ordre, d'avoir un outil de calcul qui permette de savoir qu'est-ce qu'il allait devenir. Parce que quand on met une taxe en place avec, en l'occurrence, c'était une taxe kilométrique, qui est sur un réseau restreint par rapport au réseau métropolitain. Donc certains axes taxés, d'autres ne le sont pas. Tant du kilomètre en fonction du type de véhicule, de sa norme euro, etc. etc. Oui, ok, mais sur mes flux, ça fait quel impact? Combien ça coûte? Bon, voilà, c'était déjà parti de ça. Et puis, au fur et à mesure où les discussions ont lieu sur cette taxe, il y avait effectivement cette question de la répercussion depuis le transporteur vers le donneur d'ordre. Dans le Grenelle, il est question d'une répercussion du transporteur vers l'utilisateur de ce qui est transporté, quelque chose comme ça. Enfin bref. Consommateur Le final. bénéficiaire du transport. Celui qui se retrouve à donner l'ordre de transport devra payer, donc combien je vais payer. Enfin bref, on ne va pas revenir sur tous les échanges et tous les débats qu'il y a pu y avoir à l'époque. Mais donc il y avait ce besoin de lisibilité et de compréhension du système. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour la taxe poids lourd, la taxe nationale poids lourd en France, que l'on travaille déjà depuis 2005 sur la Maut en Allemagne, et tous nos logiciels ont intégré à chaque fois la mise en place, même par anticipation, et c'est un petit peu ce qui fait notre force, d'être capable d'anticiper les calculs avant la mise en place, de façon justement à donner de la visibilité, que ce soit en Europe centrale, sur les 7 ou 8 pays, 7 pays d'Europe qui ont actuellement une taxe kilométrique, parallèlement à d'autres pays qui ont des taxes forfaitaires. Je pense qu'on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Mais voilà, donc là forcément, la taxe kilométrique a besoin de visibilité. Je m'interroge sur le fait, Philippe, ce sera intéressant que vous témoigniez là-dessus, quelle est la compatibilité d'ajout de taxes dans le cadre d'une économie qui tend à favoriser des offres low cost, avec une rémunération au juste prix. Le transport routier de marchandises, c'est une activité absolument essentielle à l'économie et au territoire, qui participe du développement global de la société. Donc il faut le prendre, ce secteur, comme les autres secteurs du transport, comme une activité qui crée beaucoup de valeur. Ça, c'est un élément premier. Donc le transport de marchandises ne travaille pas que pour lui-même. Le deuxième élément, c'est que le transport de marchandises est une activité qui consomme de l'espace public, qui consomme des biens publics. C'est une activité qui a aussi un coût, notamment pour l'environnement, et donc il est, à mon sens, tout à fait juste que, comme les autres activités économiques, payent sur la valeur qu'ils créent une part de ce qu'il coûte à la société. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, le transport de marchandises crée de la valeur. La question, pour moi, qui est la question clé, c'est est-ce que le transport de marchandises, et en particulier le transport routier, mais qui a des conséquences extrêmement fortes sur les autres modes de transport, est-ce que le transport routier est rémunéré à sa propre valeur, à sa juste valeur? Pour moi, la réponse, c'est clairement non. Pourquoi? Alors, on ne va pas faire un débat économique global, mais effectivement, vous avez parlé de low cost. On est dans une société où, pour un certain nombre de contingences et d'intérêts économiques, les grands décideurs économiques poussent dans le sens d'une économie qui va coûter le moins cher possible en matière de facteurs de production. On le sait pertinemment bien pour l'agriculture. On sait que les agriculteurs sont très mal rémunérés de leur travail et souvent vendent leurs produits à des prix inférieurs à leur coût de production. Et je pense quelque part que c'est un peu la même chose, toute proportion gardée, pour le secteur du transport, qui subit cette logique de low cost, c'est-à-dire de sous-rémunération, notamment aussi parce qu'on est dans un contexte de surcapacité, qui est important, et qui profite bien à quelqu'un. On est dans une civilisation, une société, en France en particulier, où, quoi qu'on dise, la richesse a considérablement augmenté depuis 10 ou 20 ans.
je ne suis pas sûr que la richesse des acteurs comme les agriculteurs ou les transporteurs, sauf peut-être certains groupes, ait augmenté de façon proportionnelle. Donc là, il y a une vraie question de partage de la valeur qui interpelle les chargeurs, qui interpelle les grands industriels, qui interpelle les distributeurs, bien évidemment, mais qui interpelle aussi les consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir, hein, avoir des gens bien rémunérés, des entreprises qui gagnent correctement leur vie, et puis toujours être dans une logique de coûts et de prix plus bas, comme certains grands distributeurs se flattent d'être les héros. Le deuxième aspect, c'est qu'on est dans une économie concurrentielle. Cette économie concurrentielle, elle est maintenant à l'échelle mondiale, hein, et notamment à l'échelle européenne. Et pour le transport routier de marchandises, on est dans un marché qui est dérégulé, où les frontières sont ouvertes et où maintenant les transporteurs étrangers, lituaniens, polonais, bulgares, peuvent venir caboter sur notre marché. Et donc poussent également, comme pour d'autres secteurs, comme le bâtiment, comme les chantiers navals, poussent à la baisse les normes sociales. Donc ça va dans le même sens du low cost. Hein. Quand moi je prends rarement le vol d'une certaine compagnie qui pousse dans le low cost, on voit bien que les salariés sont mal payés, que le service est minimal, et puis, certes, c'est moins cher, mais au bout d'un moment, on a moins envie d'y aller. Voilà, donc il y a peut-être une vraie question autour de ça, et ça, on le disait tout à l'heure, mais on y reviendra peut-être, des répercussions sur les autres modes, parce que la sous-tarification du mode routier est extrêmement pénalisante pour les autres modes. Je pense au ferroviaire, dont je suis aussi un spécialiste. Aujourd'hui, le ferroviaire s'est écroulé pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Qui n'est pas que du fait de la concurrence routière, mais quand même, la concurrence routière est pas des routiers, mais du contexte dans lequel se trouve le routier, fait qu'aujourd'hui, les modes alternatifs ont beaucoup de mal à survivre, ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne nouvelle pour les transporteurs routiers eux-mêmes. Non, tout à fait. C'est tout à fait juste. Le sujet méritera peut-être un débat long à part entière, compte tenu de la densité de nos propos, mais j'entends une offre payée pour l'offre. Ça sous-entend visibilité, j'ai entendu le mot. Hein, ça sous-entend, par exemple, on revient au sujet, financement des infrastructures. Quelle transparence en termes de coûts, en termes de financement et en termes d'utilisation. Par les transporteurs français de sociétés qui payent leurs impôts en France et par les autres. Oui, alors, il faut faire attention à ce genre d'argument. Depuis 18 mois, enfin, on va dire depuis que le président Macron est aux affaires et qu'il y a un nouveau gouvernement, alors que, je le rappelle quand même en 2 mots, l'affaire de l'écotaxe est soldée non pas par un abandon complet, parce que ça on l'entend souvent, mais en réalité, les transporteurs routiers ont accepté une hausse de leur fiscalité de carburant de 4 centimes. Et le problème, c'est que ces 4 centimes, la première année, ont bien été fléchés vers l'Agence des infrastructures. Les années d'après, ça n'a plus été affecté. Donc, quelle que soit la taxe, le problème, ça sera toujours de flécher les recettes de la route vers les infrastructures. Et ça, cette garantie, personne ne l'a. Mais en réalité, depuis 18 mois, on nous dit qu'il faut taxer les poids lourds en transit. En transit de quoi? C'est un grand mystère, parce que s'il s'agit de dire qu'il faut taxer les poids lourds étrangers, je rappelle qu'en Europe, nous avons un grand principe, d'après les traités européens, qui est celle de la non-discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taxer que les étrangers sans taxer les Français. Bon, ça, c'est un premier point. Alors après, on est parti sur des tas d'idées. Et la dernière qui est sortie, c'est celle d'une vignette en disant les camions étrangers, puisqu'ils ne payent pas quand ils sont sur les routes en France, eh bien, on leur fait payer une vignette forfaitaire au temps pour qu'ils puissent payer leurs coûts. Alors, ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est que ça serait sur le réseau national non concédé, parce qu'on a déjà en France les autoroutes. C'est interdit par la directive Eurovignette, directive de référence, qui dit on ne peut pas taxer 2 fois un même tronçon de route. Et si vous mettez une vignette temporelle à la journée, au mois ou à l'année, là où il y a déjà des autoroutes, vous faites payer 2 fois les autoroutes. Donc c'est un problème juridique. Et puis le second, c'est que les étrangers, comme les Français, ils utilisent les routes qui en fait sont aussi financées par les impôts. Et la vraie question qu'on doit se poser aussi, alors je sais qu'elle est un peu technique, on n'aura pas le temps de tout développer aujourd'hui, si on part sur la logique utilisateur-payeur, sur des routes qui sont financées déjà par nos impôts, je ne veux pas tomber dans un langage qu'on entend malheureusement beaucoup ces derniers jours, mais où va notre argent? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que les régions et l'État, depuis 5 ans, n'ont pas investi dans les routes,
Et c'est comme si finalement quelqu'un qui gagne de l'argent était harcelé par quelqu'un qui lui le dépense à tout va et qui dit mais il m'en reste plus, il faut que tu m'en donnes encore. Nous on considère qu'entre la TICPE qu'on acquitte, entre les péages, entre les différentes taxes que l'on paye, les poids lourds en France, ils payent 7 milliards d'euros. Et avec 7 milliards d'euros, on doit pouvoir trouver quand même les fameux 500 millions dont on nous parle ces derniers temps pour financer les infrastructures. Marc Dalbar, vous qui avez une observation de votre maison mère, votre terrain de jeu, sur l'Allemagne, comment ça se passe en Allemagne sur des thématiques Ils n'avaient pas d'autoroute au départ. Oui, déjà il n'y a pas d'autoroute payante. Le réseau était libre, entre guillemets, jusqu'à l'instauration de cette taxe. Qui est aussi une taxe kilométrique, et qui, depuis 2005, s'est étendue progressivement, d'une part, d'un point de vue géographique, à une autre capillarité du réseau routier, les routes nationales, les routes régionales, et puis également, en termes de typologie de véhicules, ça s'est élargi également. Bon, mais je pense que déjà, il y a cette ancienneté. On pourrait parler de pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à mettre en place une taxe poids lourd alors que finalement, quasiment tous les pays autour de nous, en Europe de l'Ouest, en Europe centrale, ont réussi à le faire. Les Belges, le dernier, à le mettre en place en 2016, de mémoire. Bon. Il y a une raison à ça, c'est le fait que nous, on avait un réseau concédé d'autoroutes. Voilà. C'est notre particularité par rapport à ces autres pays. Voilà. Alors, en Allemagne, il y a aussi, on parlait du fléchage tout à l'heure de la taxe, il y a aussi eu des offres incitatives auprès des transporteurs. Donc là, dans le cadre de l'écologie, pour s'équiper de véhicules moins impactants, de l'Euro 6 à l'époque, enfin Euro 5 et Euro 6. Et on pourrait aussi imaginer que dans le fléchage d'une taxe qui serait, ou de l'argent récolté, ça n'aille pas uniquement aux infrastructures, mais que ça puisse aussi participer, ça a été évoqué tout à l'heure avec le suramortissement ou ce genre d'éléments, participer aux transporteurs pour pouvoir aller dans le bon sens, continuer à aller dans le bon sens de moins d'externalités négatives côté environnement. Au final, les travaux, initialement d'ailleurs, il me semble me rappeler que les travaux sur l'écotaxe avaient permis de réunir les acteurs et avant que octobre 2013 stoppe tout, il y avait une méthode de travail et de fonctionnement qui semblait être satisfaisante pour aboutir à des schémas. Si je faisais dessous de provocation, je dirais que c'est parce qu'on a eu et obtenu la répercussion que l'écotaxe est morte. Parce qu'en réalité, on avait obtenu, après des années de travail avec effectivement un certain nombre de parties prenantes, un système réglementaire de répercussion, parce qu'il ne faut pas oublier que le transporteur routier est, dans la plupart des cas, plus faible économiquement que son client. Et donc, c'était une promesse d'ailleurs des fameux candidats aux élections de dire, bon, si on fait une taxe sur les poids lourds, on fera un système de répercussion. Et ce système est sorti, et en réalité, les bonnets rouges, c'était d'abord les clients des transporteurs qui, quand ils ont vu que les prix de transport allaient être majorés forfaitairement de ce que l'on avait obtenu dans ce décret, se sont dit, notamment en Bretagne, où il y avait en plus un contexte économique très particulier, mais se sont dit, mais ça revient d'une certaine façon à nous faire payer les infrastructures, à nous qui sommes une région qui avait toujours été sortie finalement des autoroutes, la gratuité des routes. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en réalité, nous, transporteurs, nous sommes des opérateurs économiques. Et il nous faut forcément répercuter à un moment ou à un autre toute taxe supplémentaire. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et comme il a été rappelé, nous sommes au service de toute une chaîne d'approvisionnement qui va augmenter ses prix. Et au final, sur le pouvoir d'achat. Donc créer des taxes pour qu'au final, on dise que ce soit les transporteurs qui vont les prendre pour eux, ça n'est pas possible. Comme n'importe quel chef d'entreprise, un chef d'entreprise a besoin de récupérer son surcoût. Et son surcoût, forcément, à un moment donné, l'utilisateur finalement des infrastructures, le terme exact dans l'écotaxe, c'était bénéficiaire du transport de la marchandise. Ce n'est pas le transporteur routier qui choisit de faire circuler
les marchandises sur route. C'est un client qui a fait le choix du transport routier. Et ce choix, si effectivement on dit il y a trop de transport routier, c'est peut-être par éventuellement... j'aime pas beaucoup les taxes, hein, ça on l'aura compris, mais de dire par des mécanismes incitatifs en disant mais prenez d'autres modes que celui du transport routier. Mais il ne faut pas, je dirais, taper sur la tête d'opérateurs économiques qui livrent la marchandise pour dire on va leur taper sur la tête, ils vont, sans que finalement il y ait le moindre répercussion ni le moindre retour. Et la vignette, je vous le rassure, est complètement irrépercutable, si je peux utiliser ce néologisme. Parce qu'elle est forfaitaire et qu'on ne peut pas la répercuter au plus près du transport du bénéficiaire. Des solutions techniques à mettre au point, des points juridiques à lever, une forme de, le mot ne plaît pas beaucoup, je crois que Philippe Dong, on en parlait tout à l'heure, avant l'émission, un peu de régulation pour arriver à mettre quelque chose. Je pense qu'il va être l'heure de conclure. C'est très difficile de conclure sur cette thématique-là, mais sans doute une nouvelle façon de mettre les acteurs autour de la table. C'est ça la nécessité. Alors, régulation, oui, mais pour moi, dans le cadre d'une politique réfléchie et d'une véritable réflexion autour du transport de marchandises et de la logistique. Pour moi, c'est vraiment la question clé. Aujourd'hui, on a l'impression, je suis désolé de le dire comme ça, mais d'un joyeux bricolage où on mélange tout, où on mélange effectivement les problèmes de la taxation des poids lourds, les problèmes de l'environnement, les problèmes du financement des infrastructures, et où les vraies questions autour du transport de marchandises et de la logistique ne sont pas posées. Donc, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il serait extrêmement sain qu'on repositionne le débat qu'on a aujourd'hui sur la taxation, mais plus globalement sur la rémunération du transport, sur les coûts et les bénéfices du transport, dans le cadre d'une vraie réflexion sur l'importance de la logistique et du transport de marchandises pour un pays comme la France. Je dois dire, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, alors je ne suis pas un fanatique du modèle allemand, mais au moins, il y a une chose sur laquelle je suis admiratif de l'Allemagne, c'est qu'elle a réussi à articuler une performance économique qu'on peut discuter pour plein d'aspects, hein. Exportation, industrie prospère, système de transport et système logistique performant, des grandes entreprises qui viennent bouffer les nôtres aussi, hein, et aujourd'hui des résultats qui sont bien meilleurs que les nôtres dans le cadre d'une véritable politique industrielle où les industriels dans les régions, ce qu'on appelle le Mittelstand, travaillent très en relation et passent pas leur temps à seulement taper sur les plus petits. Hein, ce qui n'est pas le cas en France où les grosses entreprises ont surtout comme priorité de réduire les coûts, on le disait tout à l'heure, le low cost, c'est-à-dire réduire les coûts du transport, mais réduire les coûts de leurs sous-traitants, etc. Donc, pour moi, c'est une question clé. Alors, je regrette, c'est un peu un dada pour moi en ce moment. Nous avons, beaucoup d'entre nous, participé il y a quelques années, de 2015 à 2017, à la conférence nationale sur la logistique et bâti la stratégie France Logistique 2025, qui pour la première fois avait mis sous l'égide de l'État, j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme démarche, hein, pour la première fois, je n'ai pas compris d'où ça sortait, mais c'était très bien, les acteurs publics, les acteurs privés, dans tous les domaines, n'a pas fait de la logistique seulement une question d'infrastructure, de route, etc., mais une question d'activité économique majeure. On a travaillé, beaucoup d'entre nous. Il en est sorti un document qui a mis un petit peu de temps, 1 an et demi ou 2 ans avant de se mettre en place, qui est sorti au mois de mars 2017, 2 mois avant les élections. Donc ça veut dire que tout le bénéfice de ce travail, qui posait beaucoup de questions de ce type-là, n'a pas été posé. La nouvelle majorité, dont pourtant le président était le parrain de la stratégie, n'a pas été reprise. Et effectivement, ce que je peux regretter, je le dis en tant qu'expert, c'est que la logistique n'ait pas une place suffisante dans la LOM en la matière. Merci Philippe, je pense qu'il va nous falloir conclure. J'aime bien en fait votre propos en guise de conclusion. Au final, politique réfléchie, une nouvelle France logistique, l'horizon étant indéterminé, 7 ans c'est un peu court, 2025. Donc je comprends et j'observe, je me le permets également, que tous les acteurs sont prêts à participer à cette réflexion pour une politique réfléchie. Merci à tous les trois. Merci. Chers web téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain débattelon de Supply Chain
village.com le mois prochain.